Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour le face-à-face du jour, nous recevons aujourd'hui François-Xavier Pietri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste économie chez TF1 et présentateur du Club de l'économie sur LC et TF1. Et vous publiez aujourd'hui Voitures électriques qui sont devenues fous aux éditions de l'Observatoire. Bienvenue à vous. Merci. Et je rappelle aussi que François-Xavier Pietri a été directeur de la rédaction de La Tribune, du quotidien La Tribune, avant de diriger les services économie de TF1 et justement et de LCI et cofondateur de l'émission remarquable, faut dire Capital sur M6. Que tout le monde connaît bien, et justement donc il est assez bien placé, je dirais même très bien placé pour parler de ça. Et alors on va parler de ça comme, vous vous rappelez quand même, François-Xavier Pietri, encore maintenant, on parle de ça comme de l'Eldorado. Les voitures thermiques vont être arrêtées en 2035, c'est terminé. Alléluia, Hosanna, la voiture électrique arrive, elle va nous sauver à tout point de vue économique, écologique, des pollueurs et tout. Et vous, quand on lit votre bouquin, franchement, et que je recommande tout à fait aux auditeurs, c'est qu'on se dit, mais attendez, c'est quoi cette voiture électrique ? Il y a non seulement, allez, je dirais presque une arnaque, mais il y a vraiment des trous dans la raquette qui ne sont plus des trous, mais des abîmes. Et juste avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on entende Carlos Tavares. Carlos Tavares, tout le monde de l'automobile le connaît bien, directeur général de Stellantis, qui est le groupe qui résulte de la fusion donc de PSA Peugeot, Citroën et de Fiat Chrysler Automobile. Donc, il sait lui aussi ce dont il parle. Et voici Nicolas Dose sur BFM Business disait ce que disait Carlos Tavares dans Les Échos. Écoutez. Tout est dit par Carlos Tavares, et en fait, à mon avis, je pense qu'il est bon comment le sujet. Il s'est exprimé dans Les Échos. C'était le 19 janvier 2022. Oui. 2022. Il nous dit cette histoire de voiture électrique, c'est un choix politique, c'est pas un choix industriel. Il y a moins cher et il y a plus rapide, ça s'appelle le véhicule hybride. Il nous dit c'est un choc économique sans précédent. Pour amortir les coûts supplémentaires, il faut qu'on fasse 10% de gains de productivité par année pendant 5 ans. Les meilleures années, l'automobile fait 2-3% de gains de productivité. Choc social. Si on fait de l'électrique que les classes moyennes ne peuvent pas se payer, ça veut dire que les États creusent les déficits pour continuer à subventionner ces véhicules. Et en fait, on va exclure une partie de la population de la mobilité. Et puis en plus, une espèce de fausse promesse environnementale, puisqu'on sait bien que sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule, depuis l'extraction des matières premières pour la batterie, jusqu'à la logistique, la construction, le recyclage, la voiture électrique doit avoir roulé à peu près 50 000 km pour commencer à avoir une empreinte carbone meilleure que l'empreinte du véhicule thermique. Extraordinaire, économique, social, environnemental, tout y est. J'ai l'impression que Carlos Tavares a lu votre livre avant François-Xavier Pietri. Non mais là, qu'est-ce qui se passe sur l'électrique ? Dites-nous. Alors, moi, franchement, quand j'ai commencé cette enquête, je suis, on va le dire comme ça, tombé sur le cul, quoi. Tellement, c'était assez extraordinaire ce que j'ai découvert. D'abord, j'ai commencé mon enquête par une anecdote. J'étais en Corse, j'avais loué une voiture, j'étais donc chez un loueur, parking en plein mois de juillet, 30 degrés, etc., une queue infernale. Je me demandais pourquoi est-ce que tous ces braves gens font la queue ? Eh bien parce qu'on les obligeait à partir en Zoé au lieu de la Clio qu'ils avaient louée, essence, Un tout etc. électrique, Zoé, un tout électrique, bien sûr. Et là, on les eux, obligeait. On les obligeait, ils n'avaient pas le choix. Ouais. Et je les voyais partir blêmes, se disant, je vais affronter la montagne corse avec ses 30-35 degrés. Si vous mettez la clim, il n'y a plus de batterie, hein, c'est fini. Vous accélérez dans la montée, il n'y a plus de batterie. Et en gros, 30 bornes de recharge rapide sur une île où il y a 1000 km de côte et des centaines de kilomètres. Et je me suis dit, ce qu'on est en train d'imposer à une poignée de touristes en Corse, on va l'imposer en 2035 à 450 millions d'Européens. Il y a quand même un petit sujet sur lequel il faut réfléchir. Et alors là, je suis tombé vraiment des nues. Risque social, évidemment, on va en parler. Pas les grands constructeurs, pas tellement M. Tavares, pas tellement le patron de Renault, mais les petits. Pour eux, ça va être très compliqué. Risque aussi sociétal. On va opposer demain, c'est assez incroyable, les riches et les pauvres. C'est-à-dire que ceux qui seront porteurs de la vertu, ceux qui seront désignés comme... sont les riches. Ce sont les riches. Les autres n'ont pas les moyens de se payer les bagnoles en question. Parce que coût moyen, justement, vous le rappelez, François-Xavier Pietri, coût moyen d'une voiture électrique aujourd'hui. Je vais vous dire, l'entrée de gamme, la Zoé,
le prix catalogue est à 32 000 €. Pour vous 32 dire, 000 €. la Clio essence équivalente est à 17 000 €. Vous avez 15 000 € d'écart. Alors, personne ne s'en aperçoit parce qu'il y a des aides de tous les côtés et que, évidemment, tout ça fait passer la pilule, si je puis dire. Mais la réalité, c'est celle-là. Et c'est pas demain que les prix des voitures électriques vont baisser. Parce qu'on est complètement dépendant, on y reviendra aussi, du cobalt chinois, du lithium de l'Amérique du Sud, des terres rares chinoises. Donc les Chinois tiennent la maîtrise du prix. Ouais. Donc on est coincé. Ça, c'est risque donc sociétal. Oui. Environnemental, justement, c'est l'ADEME qui le dit, l'agence gouvernementale de l'environnement qui dit il faut qu'une voiture ait roulé au moins 70 000 km, une voiture électrique ait roulé au moins 70 000 km pour atteindre le bilan carbone d'une voiture thermique, parce que il faut compter, le déficit écologique dans la construction de la voiture en amont. Et il est lourd, le déficit écologique. Ça peut même monter jusqu'à 100 000 km pour les gros SUV électriques. Voilà, de tous les côtés, en quelque sorte, Et alors, le dernier point, que je trouve celui presque le plus extraordinaire, on se disait, allez, l'électrique, c'est simple, on branche la prise, on a du courant, les prix grimpent pas, etc. Et pof, on a eu juste une petite guerre, une crise qu'on connaît. On a vu des prix de l'électricité flamber. C'est simple, sur les bornes de recharge rapide sur les autoroutes, le prix de l'électricité a triplé. En 2 ans. Triplé. Ouais. Beaucoup plus que l'essence. Rouler 100 km en Zoé électrique, ça coûte 15 € sur l'autoroute. Rouler 100 km en Clio à essence, ça coûte 10 €. Vous voyez la différence. Donc là, il y a un mensonge aussi, parce qu'on nous parle que de la recharge à domicile. Il n'y a pas que la recharge à domicile. Oui, il y a aussi les bornes, etc. Et voilà. Et alors, dites-moi, comment est venu, vous en parlez aussi, mais justement, c'est pour ça que vraiment, il faut lire le livre, il faut prendre le temps, justement, de voir comment on est arrivé, c'est uniquement économique, comment est arrivé cette espèce de formidable mirage, j'allais dire arnaque, mais soyons indulgents, de dire, voilà, la résolution, la solution, c'est la voiture électrique, puisqu'on sait que les batteries polluent aussi. On a regardé ce qui se passait chez nous. En Europe. C'est-à-dire que le regard a été extraordinairement égoïste. On s'est dit, voilà, on a un objectif, 2050, 0 émission, il faut y arriver. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qui produit le plus d'émissions ? L'industrie, c'est quand même compliqué de changer les usines. Ouais. Les avions, c'est compliqué. L'agriculture, la fameuse agriculture. Les pets de vache. Oui. Vous savez combien c'est ? C'est 9% des émissions de CO2. La voiture, c'est 15%. Ouais. Mais bon, on va pas interdire le bœuf en 2035, quoi. Enfin, Jacinta Ardern elle va taxer les agriculteurs, les éleveurs, voilà. Oui. Donc voilà, on a en quelque sorte catalogué ce qui posait problème, et on s'est dit la voiture électrique, tranquille, on a la solution, on a les batteries. Les batteries, on les a sous la main puisqu'elles viennent de Chine. C'est facile de demander aux constructeurs de finalement changer un moteur contre un autre. C'est pas compliqué pour eux. Pour eux, c'est même, ils ont jamais gagné autant d'argent, hein, les constructeurs automobiles en ce moment. Donc voilà. Et donc facialement, tout va bien. Politiquement, c'est parfait. On affiche un objectif très clair et on oublie tout le reste. Tout le reste, c'est effectivement ce qui se passe en amont, c'est-à-dire au moment de la construction de la voiture. Et là, que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan social et même moral, c'est scandaleux. Et on oublie ce qui va se passer derrière. Parce que demain, quand il va falloir recycler des millions de batteries, en 2035, on ne sera pas encore au tout électrique, il y aura déjà 7 millions de batteries à recycler. 7 millions de batteries en 2035. Et pour les recycler, la batterie, il faut la démonter. Justement, un moteur, c'est simple. Vous le prenez, vous le fondez, vous avez un bloc de métal. Il n'y a pas plus simple. Une batterie, vous la prenez, vous la désossez, vous commencez à isoler le cobalt, vous isolez les terres rares, vous isolez le lithium. Il faut mettre tout ça de côté précieusement. Après, il reste quand même toute une partie qui est intraitable, qu'on ne peut pas recycler. Donc là, on va faire quoi ? On va les enfouir. Ça rappelle juste quelques autres enfouissements. Oui. Voilà. Et les mêmes, c'est extraordinaire, qui hurlent sur les déchets nucléaires, ne disent pas un mot sur les déchets des batteries électriques. Ça va être un sujet monstrueux. Ouais. Mais ça, évidemment, c'est pour dans 10, 15, 20 ans. Donc on s'en fiche. On regarde ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, c'est assez incroyable. Et on se fiche aussi, François-Xavier Pietri, des conditions d'extraction. Alors, pour rappeler ce qui se passe, évidemment, c'est ailleurs, hein, le cobalt, etc. Le Congo, pays le 4e le plus pauvre du monde, voilà. Déjà le Congo, Kinshasa.
Non, Brazzaville. l'autre, République démocratique du Congo. Ah oui, c'est ça, Brazzaville. RDC, oui. La zone du Katanga, où là, se trouve 80% du cobalt du monde entier. 80%. Katanga, Il y a 160 000 tonnes de cobalt dans le monde, il y en a 120 000 au Congo. Le deuxième pays, c'est l'Australie, c'est 6 000. Vous voyez, quand on fait le rapport. Ouais. Comment sont exploitées ces mines ? Toutes les ONG poussent des hurlements là-dessus. Ce sont en fait des mines exploitées dans des conditions absolument indignes. Ce sont des enfants qui sont payés, 40 000 enfants, qui sont payés $1 par jour, 200 000 par an de ces enfants, qui ne sont pas payés beaucoup mieux, qui exploitent donc ce cobalt dans des conditions absolument indignes. Ça, c'est pour le cobalt. Ah oui, autre sujet pour le cobalt, ce sont des mines congolaises, mais qui sont détenues par des intérêts chinois. Parce qu'il ne faudrait quand même pas gâcher le truc, quoi. Ouais. Voilà. Faut pas plaisanter, Voilà. faut pas rigoler. Le lithium maintenant. Alors là, on change d'abord. On va du côté du Chili, de l'Argentine et de la Bolivie. Ils détiennent 60% du lithium. Et alors là, pour extraire le lithium, c'est de la saumure en fait. On évapore de la saumure et on extrait le lithium comme ça. Pour faire 1 tonne de lithium, il faut 1 million de litres d'eau. Il y a des zones désertiques au Chili qui ont été... 1 tonne 1 tonne, 1 million de litres d'eau. J'ai fait le calcul par personne. Pour construire une batterie d'une Zoé, il faut la consommation d'eau de 500 personnes pendant 1 an. Juste, c'est sidérant. Et ça se fait donc au Chili, en Argentine, au Bolivie. Il y en a aussi en Chine, il y en a un peu d'ailleurs en Sibérie. Quand on nous dit on va développer du lithium en Europe, ce qu'a annoncé d'ailleurs le président. Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est un entretien des Échos. Je ne sais pas comment écologiquement on va pouvoir vendre cette idée-là, hein, parce que... Alors justement, François-Xavier Pétry, je vous arrête là. Donc, dans une interview accordée au journal Les Échos, toujours lui, ce lundi, Emmanuel Macron dit « Nous atteindrons le 1 million de véhicules électriques produits en France en 2027 ». C'est-à-dire dans 4 ans, ou 4 ans. À l'occasion de l'ouverture mondiale automobile, etc., le bonus écologique va être porté de 6 000 à 7 000 euros, 1 000 euros de plus pour la moitié des ménages, et l'allocation de voitures électriques à 100 euros par mois pour les foyers les plus modestes devrait être lancée au 2e semestre 2023. Le tout électrique à bord. Oui, tout électrique à bord. Donc, simplement, pour pouvoir lancer le tout électrique, l'État a dépensé 5 milliards d'euros en un seul quinquennat, déjà pour les aides déjà adressées. Et puis, alors, ce que je trouve assez extraordinaire dans cette histoire, le président dit, ce bonus, il va concerner tous les véhicules inférieurs à 47 000 euros. Oui. L'idée, en quelque sorte, c'est d'éviter que ça profite à Tesla. Très bien. Oui. Ce qu'on oublie de dire, c'est que ça va surtout profiter aux constructeurs chinois. Eux sont là, au salon, en ce moment, aujourd'hui, à l'ouverture du salon. Vous allez vous promener dans les allées, vous allez en voir partout. Et eux, ils proposent des voitures qui sont 15 à 20% moins chères que les voitures européennes. C'est simple. Ben oui, ils les ont amortis sur un marché de 28 millions. Ils ont des batteries en pagaille, ils ont le savoir-faire. Et ils veulent pénétrer le marché. On a levé la barrière technologique du moteur thermique, on leur a dit « Messieurs, allez-y, servez-vous sur un plateau ». Et alors c'est assez extraordinaire, parce qu'on a le président qui dit « Il faut faire attention à tempérer les Chinois ». Mais comment ? Oui. Sous quelle forme ? Là, on leur donne des hormones. Là, on les gave. On va tomber sur la même problématique que celle qui s'était produite en 2008 avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, les Sarkozettes. Et c'était des primes pour relancer justement la... Et là, on s'est aperçu qu'on a vendu en masse des petits diesels qui étaient fabriqués où ? Parce que c'était des petits modèles, oui. Au Maroc, en Slovénie, en Turquie. Pas une en France. Pas une en France. Donc voilà, on est un peu dans cette configuration-là. On répète les mêmes erreurs et ça, c'est quand même incroyable. Ouais, on en sourit de peur d'être obligé d'en pleurer. On se retrouve tout de suite après cette petite pause avec François-Xavier Pétry. C'est vrai qu'ils sont devenus fous avec cette voiture électrique. Restez avec nous et on attend bien entendu vos réactions, vos témoignages. La voiture électrique va-t-elle nous sauver ? Va-t-elle sauver l'économie ? Va-t-elle sauver la planète ? Ou l'anéantir ? Aussi. 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Mais celui qui a encore plus dans tous ces états, et je le comprends, c'est François-Xavier Pétry avec Voitures électriques, ils sont devenus fous aux éditions de l'Observatoire. Franchement, à lire, tous ceux qui ont des voitures et même ceux qui n'en ont pas, je vous assure que c'est bourré d'informations dont je ne dis pas qu'on les cache, mais on en parle de façon extrêmement éparpillée. Et juste pour revenir à Emmanuel Macron, François-Xavier Pétry, il a dit hier, donc aujourd'hui dans son interview, en 2017, l'électrique ne représentait que 1% des ventes, donc il y a 5 ans, c'est rien. Aujourd'hui, c'est 13%, et nous atteindrons 30% à la fin du quinquennat. Nous avons les moyens d'avoir une filière 100% circulaire et souveraine. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Alors, on va prendre l'exemple qui est évidemment frappant, qui est celui des batteries. La voiture électrique, c'est une batterie. Hein. C'est simple, sans batterie. Ouais. Voilà, c'est le moteur. Voilà. Le reste, c'est la voiture. Enfin, 80%, le reste, c'est la voiture. 80% des batteries aujourd'hui sont produites par la Chine et l'Asie. Quand on dit l'Europe se lance dans la production de batteries, aujourd'hui, ça va être de l'ordre de 3% des besoins européens. Je peux vous dire qu'avant d'atteindre les 100%, il va falloir un certain nombre d'années. Ouais. Quand on voit les projets maintenant qui sont faits, alors il y a un projet de Stellantis, donc ex-PSA, etc., qui se fait Carlos effectivement... Tavares, Carlos Tavares, qui dit d'ailleurs dans l'interview que vous avez citée au début, il dit aussi un truc très intéressant, il dit il ne faudra pas qu'on nous demande de rendre des comptes sur ce qui va se passer dans 10 ans. Parce qu'on nous a obligés à faire ça. C'est intéressant parce qu'il faut le noter. Voilà. Donc, les projets de Gigafactories, celui de Stellantis, c'est un projet européen qui est fait avec Total, Saft, etc. Mais celui de Renault, dont on n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles à Douai, la fameuse Electricity, etc., c'est fait en partenariat avec un groupe qui s'appelle Envision. Envision, c'est un groupe chinois. Donc, on fait venir les industriels chinois chez nous, pour produire nos batteries européennes. Je peux vous dire que l'Airbus de la batterie, ça va être un Airbus avec des ailes un peu chinoises. Donc ça pose juste un petit problème. C'est pas les Chinois à Paris de Jean-Yann, c'est les Chinois à Douai. Voilà. Quoi. Mais ça, alors après, soyons clairs, sur la partie production d'une voiture proprement dite, elle pourra être produite. C'est même simple, c'est beaucoup plus simple. C'est la batterie dont vous parlez. C'est la batterie. Mais pour produire une voiture électrique, il faut 2 fois, pas 2 fois moins, mais beaucoup moins. Quand on produit une voiture thermique, une voiture essence ou diesel, là où il faut 5 ouvriers pour la produire, il en faut 3 pour l'électrique. Donc déjà, vous en avez 2 qui disparaissent. Hop, c'est fini. Et là, on parle des grands constructeurs, on parle des chaînes de production. Oui. Eux, ils ont déjà amorcé le mouvement. Là où les dégâts diminution du travail, diminution des effectifs, diminution de voilà. Là où ça va être redoutable, c'est sur les petits, c'est-à-dire que je pense aux sous-traitants, ceux qui aujourd'hui, par exemple, fabriquent des embrayages, des culasses, des pots d'échappement. Ceux-là, c'est simple, ils sont morts. Après, vous avez les garagistes. Tant mieux pour l'utilisateur, l'électrique, il n'y a pas d'entretien ou presque. Ouais. Mais pour le garagiste, moi mon garagiste en Corse, je reviens toujours à la Corse, il me disait, mes clients qui ont acheté l'électrique, ils continuent à venir me voir, mais pour prendre le café. Et ça ne me fait pas vivre, voilà. Donc les garagistes, petit à petit, vont disparaître. Les stations-service. C'est un rapport aujourd'hui, avoir des stations des bornes de recharge dans une station-service, ça rapporte 15 fois moins que l'essence. Donc eux, ils sont morts. Donc ça pose aussi un problème de territorialité. Mais c'est la structure sociale qui est la structure sociale. C'est la structure sociale. Ça veut dire en fait que on trouvera des stations de recharge sur les autoroutes, dans tous les grands axes routiers, dans toutes les grandes nationales, etc. Et on en trouvera de moins en moins et de plus en plus difficilement sur le territoire, là où on a le plus besoin, puisqu'on a moins d'autonomie. Donc, bien sûr. On a besoin de rouler plus. Voilà. Donc là, imaginez par exemple les départs au ski ou les vacances. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Cet été, il y avait des queues de Tesla sur l'autoroute qui attendaient 2 heures, 3 heures pour attendre une recharge. Donc il y a toute cette problématique-là qui est... Alors, elle sera résolue peut-être un jour, mais en 10 ans, certainement pas. En 10 ans, certainement pas. 10 ans, c'est très très court à l'échelle d'un pays. Quoi. Bien sûr. Et c'est là où il faudrait un peu de raisonnement de moyen terme, sinon de long terme. Quoi. Mais qu'est-ce qui, à votre avis, François-Xavier Pétry, justement, est-ce qu'ils sont devenus fous ou c'est dû à quoi ? C'est vraiment une stratégie de court terme, c'est tout, je dirais pas électorale, c'est quoi ? Il y a plusieurs choses qui se sont mélangées. D'abord, il y a des technocrates qui sont allés à la facilité. La facilité, c'est
c'est de désigner un coupable, la voiture électrique, enfin la voiture en l'occurrence, et un bénéficiaire, la voiture électrique. Ça, c'est simple. C'est après le fait qu'on n'a pas voulu laisser le temps aux constructeurs de s'adapter. Quand on regarde les chiffres de la pollution en France, c'est assez intéressant. En 20 ans, les émissions de NOx, vous savez, le NOx, c'est les oxydes d'azote, c'est les transports, c'est pas très bon pour la santé. En 20 ans, moins 56%. Les émissions de particules fines, les fameuses particules redoutables inférieures à 2,5 microns, en 20 ans, moins 60%. Ça veut dire qu'en réalité... Les constructeurs ont déjà travaillé. Et ils étaient prêts à continuer à travailler, à le faire. Ce qui est redoutable dans ce qui a été choisi, c'est le côté binaire. C'est le tout ou rien. Pourquoi ? Parce que politiquement, c'est facile. Parce que politiquement, ça s'affirme très facilement. Ça donne en plus un vernis de modernité, allons-y, on va et de soi-disant écologie, je dis bien soi-disant. Et de soi-disant écologie. Donc le tout produit... moi, je suis persuadé que ce timing de 2035 pourra pas être tenu, tiendra pas. C'est pas possible en l'état. Ouais. Et en fait, quelle serait, alors pour vous, François-Xavier Pietri, quelle serait l'alternative ? L'alternative raisonnable, disons, déjà, par rapport au tout électrique. Enfin. Déjà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que les constructeurs sont capables d'évoluer dans le bon sens. Aujourd'hui, la simple transformation de 50% de notre parc automobile. Le parc automobile en France, c'est 37 millions de véhicules. En moyenne, il a plus de 10 ans. La simple transformation de ce parc automobile, la moitié de ce parc, par des véhicules d'aujourd'hui, ça fait baisser les émissions de CO2. Déjà, rien que ça, vous baissez les émissions de CO2. Ça, c'est un premier point. À côté de ça, il y a d'autres énergies qu'on peut développer. Il y a l'hydrogène, qui est sur lequel on donne un coup d'accélérateur, mais ça va être très lent. Il y a aussi l'utilisation du biogaz, de toutes ces matières qui sont en plus utilisées grâce au bout, rejet, etc., qui sont donc très vertueuses, et où on arrive à 20% d'émissions de CO2. Donc, en réalité... il y avait la possibilité de continuer tranquillement à baisser les émissions de CO2, pas à zéro, peut-être, pas à zéro, mais pourquoi pas en demandant des efforts à d'autres. Surtout que la France n'était pas loin, s'en faut, lanterne rouge du point de vue de l'émission de CO2. C'est le pays qui émet le moins CO2 de tous les pays d'Europe. Pas du tout. Je dis pas du reste, on le sait. Tout à fait. Et il y a aussi l'autre sujet qui est le sujet de l'énergie que nous montre la crise russe. Avec quoi on va remplir nos batteries, quoi. Au gaz russe, au charbon allemand, avec un parc nucléaire qui aujourd'hui est ramené à sa production de 1985. On est revenu 35 ans en arrière. Avec la fermeture de Fessenheim, les pannes, la restauration de la moitié des réacteurs. Vous avez la moitié des réacteurs aujourd'hui qui sont en rade. Voilà, c'est simple et malheureux à dire. Donc, on a aussi ce problème-là qui est en train de se poser. RTE, qui gère le réseau électrique, nous dit... vous inquiétez pas, en 2035, on aura la capacité d'assurer, parce que 15 millions, on imagine qu'il va... Enfin, c'est pas on imagine, on a analysé qu'il y aurait 15 millions de véhicules électriques en circulation en 2035. 15 millions, c'est comme si vous augmentiez la population de la France de 15 millions de personnes. Une voiture électrique, c'est la consommation d'une personne. Donc vous avez 15 millions d'habitants en plus, et on nous dit, il n'y aura pas de problème d'énergie. Quand on regarde dans le détail... les rapports de RTE là-dessus, les études de RTE là-dessus, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'ils nous disent, en fait, oui, on va consommer beaucoup plus, mais comme on aura fait beaucoup d'économies par ailleurs, comme on aura transformé, comme on aura transformé nos grille-pains, radiateurs grille-pains en pompes à chaleur, nos 4 millions de passoires thermiques en maisons vertueuses, on y arrivera. Sauf que tous les rapports internationaux montrent que même dans ces domaines-là, la France est en retard, donc on est en retard sur cette transformation. Franchement, on est un peu mal barré, quoi. Oui, c'est fou. C'est ce que les Américains appellent du wishful thinking. On fait des vœux pieux, on envoie la chose. Vous savez, et on est Woody Woodpecker. On est là. Tiens, il y a pas de filet. À une nuance près, puisque vous parlez des Américains, il faut aussi noter qu'on est nous, les Européens, le seul continent à avoir pris cette décision. Tous les autres continents se sont bien gardés de cette folie. Les États-Unis, Joe Biden qui a lancé un grand plan électrique, etc., en réalité, en 2035 aux États-Unis, ce sera tout électrique, mais tout électrique avec l'hybride. Ce qui change tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Très intéressant. Eh bien, on va prendre maintenant des auditeurs. Je suis sûr qu'ils seront passionnés parce que les automobilistes sont quand même extrêmement nombreux, bien sûr. Alors, on commence avec Pierre Delin. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour, comment allez-vous? Bien, bien et vous, ça va? Très bien, très bien. C'est très intéressant le discours de ce monsieur. Vous avez écrit un bouquin, hein, c'est ça? Absolument, et qu'il faut que vous lisiez. Ça s'appelle Voiture électrique, ils sont devenus fous. Voilà. Je vais l'acheter, je le mettrai à côté celui de Michel Mafiesoli, l'ère des soulèvements. Très bien, oui, vous avez ces deux bons choix. C'est deux bons choix. Alors dites-moi, Pierre, on vous écoute. Alors moi, ma question, je vais y venir, mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour recycler les batteries au lithium, déjà, quand vous avez des incendies dans les centres de tri, faut vous dire que dans les 3/4 des cas, à 90%, c'est une batterie lithium qui a pris feu. Ça prend feu rapidement. Pour recycler ces batteries, c'est soit on les met sous inertage, ça coûte des fortunes de faire des lignes de recyclage de ces matières, soit on les met sous eau, et pareil, là, alors le traitement de l'eau et compagnie, là, le coût, c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Donc moi, la question que je me pose, à longueur de journée, on nous dit je baisse, je décale, je meurs de froid, et les gens, ils vont quand même acheter des voitures électriques. Donc moi, la question que je me pose et que je vous pose, monsieur, est-ce que ce ne sont pas les consommateurs qui ne sont pas assez avertis et trop malléables? Alors, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu pratiquement impossible d'acheter en France une voiture thermique. C'est assez spectaculaire. Regardez les publicités aujourd'hui. Il n'y a pas une publicité qui ne mette pas en avant l'électrique. Les constructeurs ont des objectifs des malus même en cas de production trop élevée de CO2. Donc, ils poussent à mort la vente d'électricité. Alors effectivement, on peut dire que les consommateurs sont un peu fous d'y aller. Malléables, oui. Mais ils y vont parce qu'ils ont des aides, qui se disent qu'ils font une bonne affaire parce que leur véhicule qui vaut 32 000 € pour la ZOE prix catalogue, ils la touchent à 20 000, on va dire. Et donc ils se disent, quand je la revendrai, etc., je fais une bonne affaire. Donc il y a déjà un peu une tromperie sur la marchandise. Parce que quand vous dites tromperie, parce qu'il ne le revendra pas à plus de 20 000 €. Bah non, il ne revendra pas à plus de 20 000 €. Et puis l'autre tromperie, c'est qu'on vous dit, alors dans l'usage quotidien, quand vous rechargez votre bagnole chez vous le soir, pourquoi pas mais dès que vous voyagez, là vous rentrez dans l'enfer, dans la période de l'enfer. Et là, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en réalité, ça coûte très cher. Ils croient faire une économie en roulant en voiture électrique. En réalité, ça coûte très cher à l'usage dès que vous sortez de votre trajet quotidien. Deuxième point, les assurances, par exemple, aujourd'hui, des voitures électriques coûtent beaucoup plus cher que les assurances des voitures thermiques. Ce qui est logique, parce que quand vous assurez une voiture qui vaut 32 000 €, votre assurance, vous la payez pour 32 000 €, pas pour 17 000 €, pas pour la Clio. Voilà. Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je trouve que c'est toujours les mêmes stratégies, puisque pour se faire vacciner, on doit bien offrir des hamburgers à des prostituées. À un moment donné, les primes, c'est la même chose. Bon courage, messieurs, dames, soyez à pied, heureux. Merci beaucoup, Pierre. Et on revient dans quelques instants, juste après cette petite page de pub avec François-Xavier Pietri et nos auditeurs. Qu'est-ce que vous pensez donc de la voiture électrique? Va-t-elle ruiner, ou bien est-ce une bonne nouvelle pour l'écologie et l'économie? À tout de suite, et n'oubliez pas 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et donc, l'autre auditeur, c'est Guy de Poutot-Combo. Bonjour Guy. Ponto-Combo. Oui, pardon. Ponto-Combo. Oui, Guy, on vous écoute. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci de me donner la parole. Des fois, je passe à côté, mais en l'occurrence aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que toutes les semaines, on a un sujet qui prête et qui porte à discussion et qui dit que la France joue en deuxième division. Un pays quand il n'a plus de quoi proposer à son peuple, essaye de trouver des dérivatifs. Or, ici, on a des gouvernants qui nous proposent chaque fois des dérivatifs pour que la France puisse être la première et qu'elle puisse encore conserver son rang de grande nation. Or, ce n'est plus le cas. Or, ce n'est plus le cas. Est-ce que ces gens-là, tous ces technocrates qui nous mènent dans le mur, est-ce qu'ils seront un jour en responsabilité ? Est-ce qu'ils seront recherchés pour leurs responsabilités? Vous voulez dire que pour le moment, ils sont en irresponsabilité? Ils sont en irresponsabilité. Les gens ne peuvent pas faire autrement. On est obligé de les suivre. Dans le temps, il y a peut-être 100 ou 150 ans, les gens, ils se battaient pour manger, pour se nourrir, pour s'habiller et pour se loger. C'était autre chose. Les gens descendaient dans la rue.
comment voulez-vous que les gens descendent dans la rue maintenant? C'est plus possible. Avec les crédits, avec la façon de vivre, avec tous les aléas et tous les coûts induits qu'on nous fait supporter. Les gens ne bougent plus, ils ne peuvent plus. Et puis il n'y a plus la foi. Ce qui fait dans tout, pour un pays, c'est la foi du charbonnier. Quand on a la foi du charbonnier, on peut tout faire et on peut aplanir les montagnes. Or là, ce n'est plus le cas. On joue en deuxième division, on vient nous faire encore la leçon pour les voitures électriques. Mais comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a plus comment on va traiter les batteries dans 20 ou 30 ans. Ceux qui nous prêchent d'utiliser les batteries maintenant, les voitures électriques, dans 30 ans, ils sont où? Ils sont peut-être de l'autre côté, ils sont au boulevard des Allongés peut-être. Hein, ils ne sont jamais recherchés. Alors, c'est ça qui est triste. Alors, et pour en terminer, excusez-moi, M. Berkoff, pour en terminer, j'en reviens au Covid. Il y a encore 1 an ou 2, on nous disait, toutes les 2 heures, il faut ouvrir 10 minutes les fenêtres. Là, en ce moment, avec la crise énergétique, on n'entend plus personne. Il faut les fermer. Plus personne dit qu'il faut ouvrir les fenêtres. Ah ben là, il faut les fermer, il faut les fermer. Il faut les fermer, voilà. Merci Guy, merci de vos commentaires. Merci à vous, au plaisir. Merci. C'est vrai que François-Xavier Pétry, on peut se demander si, je sais pas que c'est voulu, on va pas les accabler, mais il y a quand même, c'est vrai, cette France en deuxième division, on était quand même, enfin du point de vue électrique, on sait où on était, la plus grande puissance électrique, etc. Ce que je trouve, comment dire, assez impressionnant dans cette affaire, c'est que pour le coup, on organise notre propre déchéance dans ce domaine-là. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on avait en France et en Europe une industrie automobile qui tenait la route. L'une des premières au monde, l'une des plus admirées. Les berlines françaises, mais parfois surtout allemandes, sont admirées dans le monde entier. On avait un savoir-faire, on avait une capacité industrielle. Qu'est-ce qui a bousculé tout ça? Je crois que alors, on n'en a pas parlé, mais le groupe Volkswagen a commis l'erreur énorme du Dieselgate, de mentir sur les voitures diesel. Donc on a quand même menti à 11 millions d'automobilistes. Et donc la crédibilité de ce groupe qui était en quelque sorte, comment dire, l'alpha et l'oméga en Europe sur l'automobile, s'est effondré du jour au lendemain. Et pire encore, ces mêmes personnes, ces gens de Volkswagen, se sont dit, on va se racheter une conduite en poussant nous-mêmes vers l'électrique. Et il y a aussi un deuxième facteur qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs avec l'électrique, il vaut aussi un avantage. Ça va être l'avantage de pouvoir gagner plus d'argent, parce que l'électrique, c'est plus cher, donc c'est plus de marge. On le voit aujourd'hui dans les comptes des constructeurs. Donc, voilà. Est-ce que l'avenir d'un pays ou d'une nation ou d'un continent doit se jouer avec cette marge? On m'oppose souvent, oui, mais regardez, on est bien passé du cheval à vapeur, du cheval à la voiture, etc. Il y a quand même juste quelques petites différences. D'abord, on n'a pas été obligé de passer de l'un à l'autre. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait pas en 10 ans. Ça s'est fait en beaucoup plus de temps que ça. Ensuite, on ne passe pas d'un mode de locomotion à un autre. On passe. Non, c'est le même. C'est le même. C'est le même. Il n'est pas plus moderne. C'est pas du cheval à la voiture. C'est pas plus moderne. C'est pas plus. Il n'y a pas d'avantage extraordinairement compétitif à rouler en électrique. Donc, on se dit, finalement. C'est une espèce de panne générale de la pensée, de la façon d'envisager notre avenir, je crois que c'est tout ça, en tenant un discours sur l'industrialisation, soi-disant moderniste. En fait, il a une pensée vide et une modernité de simulacre. Mais on va à la facilité. On va à la facilité. La facilité, c'est vous dites, vous racontez un mensonge à l'automobiliste en lui disant, en roulant en électrique, vous allez être vertueux, vous allez émettre 0 carbone, ce qui est complètement faux. Ce qui est quand même incroyable. Ça me rappelle toujours, quand on parle du cercle vertueux, cette phrase immortelle de Ionesco. Il dit, prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Alors. Régine de l'Ariège, bonjour Régine. Bonjour Régine. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour. Moi, je voulais juste revenir sur le problème de la recharge d'une voiture électrique. Parce que votre invité a parlé des problèmes d'approvisionnement sur la route. Les bornes, oui. Mais même à la maison. Alors moi, j'ai juste un témoignage que je voulais apporter parce que j'ai reçu le document de mon renouvellement de contrat Total Énergie il y a 2 jours. Oui. Et je passe de 0,2 euros le kilowattheure à 0,46 dans un mois. D'accord. 123% d'augmentation.
Donc j'ai eu des personnes ce matin et je leur ai posé la question, très évasif, oui, le bouclier, mais je leur ai dit, il y a un bouclier tarifaire. Ouais. On nous parle que ce n'est pas, qu'on va avoir des augmentations, mais que ça ne va pas être du 100%. Discours de Monsieur le maire il y a 2 mois. Et là, 123%. Et je reçois, donc j'ai contesté, je reçois un mail et qui me dit, mais il raconte vraiment n'importe quoi. Ce mail, ils me disent, donc quand je leur dis, mais comment vous faites pour dire que vous appliquez qu'il y a un bouclier tarifaire si vous faites une augmentation de 123%? Ils me disent, donc je suis libre d'accepter ou de refuser ce renouvellement de l'offre verte, c'était une offre verte fixe. Oui, d'accord. Grâce à votre offre verte fixe, vous éviterez les hausses de prix de l'électricité car ce tarif sera figé pendant 1 an. Ah, le Donc, tarif de 0,46, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, on m'a augmenté de 123%, et à partir du moment où on m'a augmenté de 123%, là, je suis tranquille pendant 1 an. Oui. Et dans 1 an, on va vous dire le nouveau prix. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je voulais que quand même les auditeurs, parce que moi, c'est juste arrivé maintenant mon renouvellement, il y en a d'autres, ça va arriver dans 1 mois, dans 2 mois, et qui sachent que ça va être comme ça. Donc, n'achetez pas de voiture électrique, c'est juste impossible d'acheter une voiture électrique. Alors, le renouvellement dont parle Régine, c'est un vrai sujet, parce qu'on s'est aperçu effectivement qu'avec cette crise, que l'électricité n'était pas quelque chose de bon marché, pouvait ne pas être quelque chose de bon marché. Effectivement, un certain nombre d'opérateurs privés ont appliqué les prix du marché. C'est la concurrence qui s'est passée avec EDF. Voilà, donc on a aujourd'hui des consommateurs qui se retrouvent complètement piégés avec une envolée des prix de l'électricité. Et effectivement, quand vous avez une voiture électrique, c'est comme si aujourd'hui vous branchiez un sèche-linge toute une nuit. C'est pas rien, un sèche-linge toute une nuit. Ça tourne, hein. Et quand les prix ont augmenté effectivement de quelques dizaines de pourcents, ça fait une sacrée différence. Ce qui est frappant aussi là-dedans, c'est que, pour faire référence à ce que disait tout à l'heure monsieur, c'est-à-dire on nous demande maintenant de fermer les fenêtres, c'est extraordinaire. On nous dit, surtout quand vous rentrez chez vous le soir, ne branchez pas votre chauffage, n'allumez pas vos plaques de... Et donc... votre lave-vaisselle ou votre lave-linge, etc. Et on va vous dire quoi pour la voiture électrique? Ne branchez pas, ne rechargez pas votre voiture électrique le soir. Vous la rechargez quand? Il y a juste un petit problème, quoi. Tout ça n'est pas très cohérent. C'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Alors, est-ce qu'on a... Alors là, on va surtout conclure, André, parce que on n'aura pas le temps, donc un dernier mot. C'est vrai. Alors, en fait, François-Xavier Petry, comment à rappeler nos princes qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, d'ailleurs droite, gauche, c'est pas le problème, à une certaine sagesse et une certaine vision à long terme, parce que c'est essentiel. Mais je crois que malheureusement, ça va se faire par la force des choses. C'est-à-dire que le risque que prennent aujourd'hui nos gouvernants avec cette histoire, c'est de créer une France à 2 vitesses, de recréer des mouvements de contestation. Quand les gens qui roulent en thermique s'apercevront qu'ils ne pourront plus aller dans les centres-villes pour faire leurs courses, etc., à cause des, vous savez, les fameuses zones à faible émission, ça concerne quand même 43 villes de plus de 150 000 habitants. C'est pas Paris, Lyon, Marseille, hein, c'est Pau, Strasbourg, etc. Donc, à un moment donné, il va y avoir la réalité du terrain. Et c'est quand il y aura la réalité du terrain que nos braves politiques vont se dire, peut-être que finalement, il faudra un peu plus de temps, un peu plus de souplesse. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, vous le savez, auditeur de Sud Radio, si on ne fait pas attention au réel qui frappe à la porte, eh bien, il enfoncera la porte. Et ça, c'est plus embêtant. Et on va continuer de, bien sûr, suivre toutes les évolutions relatives à la voiture électrique avec, par exemple, Stellantis qui vient d'annoncer qu'ils vont convertir progressivement tous leurs sites français à l'électrique. C'est Tavares qui vient de l'annoncer à l'instant au Salon de l'Automobile en présence du président de la République. Donc merci François-Xavier Petry d'avoir été notre invité. Oui, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes éditorialiste économie chez TF1, présentateur du Club de l'économie sur LCI et TF1 et auteur de Voitures électriques, ils sont devenus fous aux éditions de l'Observatoire. Je vois que c'est le même Carlos Tavares qui disait que ça va être terrible la voiture électrique. Exactement. Et là, devant le président de la République, il dit que c'est bien. Mais vous savez, ils sont schizophrènes en ce moment, les constructeurs. Ils disent tout et le contraire, avec un aplomb absolument extraordinaire. Schizo, boulot, auto. En attendant, vous pourrez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio, notre site sudradio.be.
sudradio.fr et sur notre page YouTube. Berkoff dans tous ses états revient demain, 12h30, 14h, comme tous les jours. Et demain, c'est le philosophe Alain de Benoît, journaliste et essayiste, qui sera l'invité du Face à Face. Voilà, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaye, son invité Samuel Doc, pour parler de désir. Peut-on désirer quelqu'un pour qui nous n'éprouvons aucun sentiment? Excellent après-midi sur Sud Radio.